Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une très belle initiative pour permettre aux enfants de découvrir à la fois les joies du nautisme et la nécessité de préserver la planète. Cette initiative, c'est l'échappée bleue. On en parle avec l'invité du Grand Oral, le skipper Paul Meillat. L'anti-sèche d'Amal Laoui ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité littéraire aujourd'hui, les 150 ans de la publication du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Programme évidemment celui de français. À l'heure de la récréation, on retrouve Amal comme toujours et on fera un petit clin d'œil au capitaine en herbe. Et puis, comme tous les jeudis, c'est jour de conseils de discipline avec des conseils pour faire valoir vos droits. Des conseils donnés par notre conseil, maître Valérie Piau. On parlera de la manière de contester une exclusion définitive. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Sensibiliser aux enjeux environnementaux, faire du sport, apprendre à coopérer avec les autres, bref, devenir un citoyen du monde responsable, telles sont les ambitions du superbe projet sportif et éducatif que lance Surfrider Europe et l'association L'échappée bleue. Elle a un parrain d'exception, le skipper Paul Meillat, qui a un palmarès considérable, je dirais tout à l'heure. Entre autres, il y a une route d'Europe dedans, une Fastnet, une Transat AG2R. Paul Meillat, qui est l'invité de notre Grand Oral et qu'on remercie chaleureusement d'être avec nous. Paul, bonjour. Bonjour. L'objectif, j'ai essayé de le résumer, mais ça va être mieux avec vos mots. Objectif de l'échappée bleue. C'est ça, c'est donner en fait aux enfants la chance de ceux qui ne partent pas en vacances en fait, de pouvoir découvrir la voile. Et on n'imagine pas qu'on peut faire de la voile à peu près partout sur le territoire. Et aussi, grâce à cette pratique du nautisme, en fait, se sensibiliser aux problèmes environnementaux auxquels on est confronté. Un peu partout sur le territoire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément de la voile en mer avec vous. Et justement, c'est un peu comme ça qu'est né le projet, puisque je suis né en région parisienne. Et je voulais aussi montrer que c'est pas parce qu'on est loin de la mer qu'on peut pas en faire. Et surtout, ces enfants qui n'ont pas forcément les moyens ou la chance de découvrir cette activité, on peut la pratiquer ici. C'est du côté de Créteil, non, c'est ça? Exactement. Vous avez appris sur le lac de... Ouais, alors au début à Conflans-Sainte-Honorine, j'ai fait un petit peu les départements 92, 78, 95, 94, on a pas mal bouché. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cet apprentissage d'une dizaine de séances de voile, on les emmène enfin voir la mer. Pour certains, c'est la première fois, quasiment pour tous, c'est la première fois qu'ils voient la mer. La première fois qu'ils montent sur un bateau. Et les yeux sont comme ça. Bien sûr, exactement. Vous savez quoi, on regarde les yeux des enfants qui découvrent la voile. Voilà, on va faire du bateau maintenant. Vous avez hâte de voir la mer? Oui, on va faire du bateau. Du bateau, de la plage. Ouais, bien. Allez. Pour lever la voile? Ouais. C'est trop bien. Viens, remonte, il va me bouffer là. Regarde des vagues. J'ai peur. Bon, vous n'avez plus besoin de nous dire que ça leur fait plaisir, on a compris. Comment vous avez expérimenté ce programme? Ça fait longtemps que vous œuvrez dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça vous avait appris? Est-ce que vous avez changé votre façon de procéder pour, à travers les réactions des enfants ou des animateurs qui les accompagnent? Pas tant que ça en fait, parce qu'on l'avait bien imaginé, on a eu le temps. Malheureusement, c'était toute cette période de confinement. En fait, on a monté ce projet, donc du coup, ça a été très compliqué de mettre en place les choses. On a dû y aller au forceps. On n'a pas annulé d'opération l'année dernière, on est content. Mais finalement, non, parce que ce qui est super avec les enfants, c'est que c'est naturel en fait. C'est-à-dire que les réactions qu'ils ont sont toujours au top. Ces enfants sont souvent très sensibilisés par leurs enseignants, qui font vraiment un très bon travail à l'école. Et je pense que ce qui manque, c'est la pratique. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations finalement. On se rend compte souvent à l'école, on apprend plein de choses, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et là, l'idée, c'est vraiment de leur montrer, voilà, vous pratiquez une activité, regardez l'eau, en fait, l'eau est vivante. L'eau sur laquelle vous naviguez, c'est vivant et ça va de chez vous jusqu'à la mer. Ce qui veut aussi dire que le déchet que j'ai jeté chez moi, il peut arriver dans la mer. Il va arriver. Et d'ailleurs, 80% de la pollution qu'on retrouve dans les océans vient des grandes agglomérations et des terres. Et c'est ça aussi que vous essayez de leur raconter. Il y a une dimension sociale dans le programme. Comment vous choisissez les enfants qui en bénéficient? Alors, malheureusement, c'est assez facile parce qu'il y a énormément d'enfants qui en ont besoin et qui en auraient besoin. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de grandir et de faire de plus en plus d'échappées bleues. On passe avec les centres sociaux, puisque là, on va vraiment cibler des enfants qui, soit le mercredi, ou pendant les vacances scolaires, restent chez eux, donc on leur fait profiter d'activités. Voilà. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez navigué? Pas trop, parce que j'ai eu la chance, moi, justement. C'est la différence avec ces enfants, c'est que moi, j'étais loin de la mer, j'étais à Paris. Sans mauvais jeu de mots, vous baignez dedans, quoi. J'avais la chance d'avoir des parents qui avaient cette culture et qui m'ont fait découvrir ça. Et c'est pour ça que ce projet, il est
il est aussi pour mettre le focus sur les éducateurs, les gens qui sont... Des héros du quotidien, vous dites, je vous cite de mémoire. Exactement. Ouais. Héros, c'est fort comme terme. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est eux les héros, c'est les instituts, les éducateurs, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Les enfants, ils ont besoin de transmission. Et ce projet, c'est un vrai projet de transmission. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. De transmission et de modèle. Et surtout de développer je dirais, des dynamiques locales. C'est-à-dire que nous, on va arriver à un endroit, on n'arrive pas avec notre remorque, nos bateaux, etc. On arrive avec une idée, on va planter une graine et finalement, dans le club de voile local, ils vont apprendre avec un éducateur qui, lui, va rester sur place. Et après, ça continue sans vous. Et vous avez fait des petits. Pour soutenir, c'est tout. Allez, on continue avec du bateau, mais pas que du bateau pour l'anti-sèche d'Amal Laoui, vous allez voir. Du bateau, entre autres, pour faire le tour du monde en 180 jours. L'actualité de cette journée... J'ai dit quoi? 180. Mais n'importe quoi. Les 150 ans, là, je ne me trompe pas, de la publication du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, Amal. Oui, publié en 1872, ce roman reste l'un des plus célèbres de Jules Verne et l'on ne compte plus le nombre d'adaptations dérivées de l'œuvre. Ce roman d'aventure raconte l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais, brillant inventeur qui se lance un pari fou, faire le tour du monde en 80 jours. Avec l'aide de son fidèle et intrépide valet Jean Passepartout, Fogg se lance donc dans l'aventure et commence alors une gigantesque course contre la montre par train, bateau et même à dos d'éléphant. Jules Verne, auteur que l'on étudie donc très tôt à l'école. Oui, très tôt à l'école, dès l'école primaire au cycle 2. Donc le cycle 2, on le rappelle, c'est CPC1, CE2. L'enseignement propose des ouvrages aux élèves afin de construire une culture littéraire commune, par exemple. Eh bien, pour illustrer le thème des moyens de transport et des voyages, eh bien, les professeurs peuvent proposer la lecture du Tour du monde en 80 jours. On sort 3 secondes de France, une fois n'est pas coutume. À l'étranger aussi, on l'étudie beaucoup. Oui, puisque pour apprendre le français, on étudie notamment Jules Verne. On le rappelle, il est l'auteur français le plus traduit au monde. Écrivain du 19e siècle, né à Nantes le 8 février 1828 et mort en 1905, il est considéré comme le pionnier des romans de science-fiction. Et là, on peut rencontrer des programmes de nouveau parce que la science-fiction, elle est au programme du bac français cette année. Oui, c'est ça, pour les élèves qui sont en première technologique. L'étude des textes tiré du voyage au centre de la Terre de Jules Verne fait partie du programme. Alors l'étude se construit en 2 temps. L'étude de l'œuvre de Jules Verne centrée sur les enjeux d'intégration du discours scientifique à la fiction et l'étude d'un groupement de textes qui invite à une réflexion sur les enjeux d'œuvres dystopiques qui interrogent les progrès scientifiques au XXe et au XXIe siècle. Alors, le premier temps de l'étude se consacre donc à un travail de contextualisation de l'œuvre. Oui, c'est ça, ainsi qu'à l'analyse du parcours afin de clarifier pour les élèves l'angle sous lequel est considérée l'œuvre de Jules Verne. On s'intéresse donc à la vie et l'œuvre de l'auteur, mais aussi au contexte éditorial et scientifique de sa création, avant d'interroger l'appartenance de l'œuvre aux gens de la science-fiction. Et dans cette étude, eh bien, les élèves vont aussi se familiariser avec les théories, les ouvrages scientifiques qui servent de support au récit de Jules Verne. Ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part. Il s'est inspiré des travaux de Cuvier notamment. En tout cas, il s'agit de voir la manière dont ce discours scientifique est intégré au récit pour faire avancer l'action. Et si on voulait des preuves de l'inscription de Jules Verne dans notre patrimoine, il suffit d'ouvrir les yeux dans plein de villes de France. Il y a des tas d'établissements scolaires qui s'appellent Jules Verne. Oui, il y en a énormément, mais malgré sa popularité, eh bien, Jules Verne pâtit souvent d'une réputation d'écrivain mineur parce qu'il a été catalogué comme étant un auteur... jeunesse et science-fiction. Exactement, qui ne sont pas des genres très valorisés. En tout cas, les œuvres de l'auteur nantais se sont certaines années placées au rang de livres les plus répandus après la Bible. Jules Verne a été le premier auteur à avoir su imposer à l'échelle internationale un divertissement à la fois intelligent, populaire et transgénérationnel. Vous disiez qu'il y avait beaucoup d'écoles, de collèges de Jules Verne. Il y a aussi un programme de mobilité pour les profs, je crois. Oui, c'est ça. Le programme Jules Verne propose aux enseignants d'effectuer une mobilité internationale dont l'objectif est de participer à un projet de coopération éducative bilatérale et de consolider ou d'accroître leurs compétences linguistiques. Donc leur mission principale est donc d'enseigner le français à l'étranger. Il s'agit donc d'un séjour professionnel d'une année scolaire à l'étranger destiné aux enseignants titulaires des premiers et second degrés de l'enseignement public de toute discipline dans l'ensemble des filières. Merci beaucoup pour ce tour de Jules Verne en 180 secondes. C'était Amal Laoui, l'anti-sèche. On se retrouve pour la récré dans quelques minutes. Dans l'immédiat, grand oral, Paul Meillat.
Paul Meillat qui a gagné seul ou en double quelques-unes des plus belles courses de voile du monde, entre autres, je le disais, la Rolex Fastnet Race, c'était en 2021. Déjà en 2017, il l'avait gagné. La Route du Rhum, c'était 2019. La Transat AG2R en 2014. Il m'a dit, mais non, il ne faut pas tout citer, ça ne sert à rien. Enfin, quand même, c'est pas rien de gagner tout ça. Et il est aussi parrain d'une formidable initiative qui s'appelle l'Échappée bleue. Vous aviez découvert avec votre père la voile, vous nous l'avez raconté. Aujourd'hui, c'est vous qui lui donnez des conseils, j'ai vu. Ah oui, des conseils, il n'a pas besoin, mais il vient de réaliser un super projet, puisqu'il avait commencé une mini transat, donc c'est la traversée de l'Atlantique de métropole jusqu'aux Antilles, sur un bateau de 6,50 mètres. Donc c'est une sacrée aventure. C'est rien du tout, c'est une grosse voiture quoi, en termes de... C'est très physique en fait, parce qu'il y a de l'eau tout le temps, c'est pas très confortable, il n'y a même pas de quoi s'allonger quasiment à l'intérieur. Et il a fait ça cette année à 67 ans. Et il est allé au bout de son rêve puisqu'il a réussi à couper la ligne d'arrivée. Et ce qui était sympa, c'est que cette année, j'ai fait moi la Transat Jacques Vabre avec Charlie Dalin sur le bateau Apivia. Et il est arrivé juste avant moi et il est venu me voir à l'arrivée. Sympa. Vous êtes sur ce qu'on appelle des IMOCA. C'est un format en fait de bateau. Ouais, l'IMOCA en fait c'est un mot un peu barbare, mais c'est les bateaux du Vendée Globe. Donc on connaît bien ces bateaux-là parce que c'est les bateaux qui font le Vendée Globe, donc le tour du monde en solitaire. Voilà, c'est pas encore les bateaux géants, les ultimes. Les ultimes, voilà, c'est la catégorie avant. La catégorie avant, exactement. Ouais. Les qualités d'un marin, c'est quoi les grandes qualités d'un marin? Je parle d'un marin comme vous, hein, pas d'un marin de Je dirais qu'il faut être très complet. C'est pas être spécialiste forcément de quelque chose, mais savoir à peu près appréhender tout. Souvent, on dit qu'on est des spécialistes de rien, mais un peu des touches à tout. C'est-à-dire que, surtout des bateaux, les IMOCA sont des bateaux très compliqués. On navigue en autonomie, donc on n'a pas d'assistance, on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc il faut être capable d'à peu près tout réparer. Et ces bateaux sont compliqués. Il y a de l'électronique, de l'électricité, de l'informatique, de la couture, de la voilerie, des composites. Voilà, donc il faut savoir à peu près faire tout. Mais on ne peut pas être spécialiste, donc on se forme, on s'entoure de gens auxquels on fait confiance. Et puis après, je pense qu'il faut aussi beaucoup d'humilité par rapport à la mer, parce que c'est un environnement qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas se dire je vais maîtriser la mer, non, je vais m'adapter à ce que fait la mer. Et je pense l'adaptation, l'adaptabilité. Et puis après, faut aimer ça. Parce que c'est pas forcément confortable tous les jours. Ah oui, alors pour être monté, alors non pas sur un IMOCA, mais en l'occurrence sur un film, et je dis ça pour les personnes qui, comme moi, ne l'avaient jamais fait auparavant, ça fait un boucan de dingue. Enfin, pendant des jours et des jours, ça cogne, ça crisse, ça claque. Ouais, en fait, on s'imagine qu'en allant en mer tout seul, moi je voyais la grande un peu bleue, isolé oui, voilà. et au calme. Et alors en fait, on retrouve un calme, mais qui est subjectif. C'est-à-dire que c'est très bruyant et surtout c'est très mobile. C'est-à-dire qu'un bateau bouge tout le temps. Et donc du coup, au bout de plusieurs mois en mer, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver sur une chaise qui ne bouge pas. Préparation mentale, vous vous y prenez comment ? Parce qu'il faut résister à tout ça, on le raconte. Moi, j'ai jamais fait trop. Enfin, on a travaillé avec des outils, etc. Mais en fait, la différence avec un sport plus classique où on va avoir un coach au bord du terrain, c'est que là, quand on part pour 80 jours, on ne pourra pas, on peut compter que sur nous-mêmes. Donc du coup, parce que vous êtes soit seul, soit à deux, mais jamais beaucoup plus. Mais on peut pas surtout être coaché. Donc quand on part et on est obligé de retrouver nos ressources tout seul. Donc oui, il faut avoir des outils de préparation mentale, mais il faut être capable de le faire tout seul et pas avec quelqu'un d'autre. L'Échappée bleue, c'est un projet de sensibilisation aussi aux questions environnementales. Vous l'avez très bien, vous, depuis que vous naviguez, l'impact de la pollution sur la planète, sur les océans, c'est quelque chose que vous avez vu ou c'est plus abstrait que ça ? Je l'ai vu. Alors, étonnamment, pour tuer un mythe tout de suite, l'océan n'est pas rempli de plastique au milieu. En fait, c'est invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces continents de plastique qu'on décrit. Alors, par endroits, oui. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a du plastique partout, mais sous forme de microplastique. Et du coup, le problème, on ne pourra jamais aller récupérer le plastique qu'il y a dans l'océan. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, il faut l'arrêter à la source. Donc, c'est pour ça que il faut des programmes pédagogiques. L'arme la plus forte aujourd'hui, il y a deux armes. C'est le législatif pour changer les règles, avec Surfrider le fait très bien, et le pédagogique pour justement changer le comportement des gens. Je pense qu'il faut travailler sur les deux aspects en même temps. Et après, pour nous, marins, oui, ça m'a touché parce que finalement, quand on part aussi longtemps comme ça en mer, quand on revient, on est un petit peu pur, parce on trouve absurde notre société. On se dit, mais pourquoi on consomme autant ? Alors que nous, sur notre bateau, on est à 3 litres d'eau par jour, on a des problèmes d'énergie, on doit garder nos déchets à bord. Oui, c'est forcément frugal. Mais c'est facile pour nous d'arriver avec cette vision à terre, de voir l'absurdité de nos propres comportements. Et donc, je me suis dit,
Comment on peut faire changer les gens? En les rendant peut-être plus amoureux de l'eau, pratiquant, par la pratique sportive, par la pratique des activités aquatiques. Y compris avec cette dimension sensible, il y a quand même des effets, je crois, du réchauffement climatique sur les parcours de certaines courses, notamment quand on descend dans le Grand Sud, où maintenant on n'a plus le droit d'aller trop au sud parce que la fonte des glaces fait que ça devient de plus en plus dangereux. Il y a plein de problématiques, mais en fait, je dirais que c'est... Voilà, j'ai pas forcément cette expérience, c'est pas ça qui me frappe le plus. Ouais. Mais oui, on voit bien le réchauffement climatique, on voit bien toutes ces problématiques-là, mais ce qui nous choque le plus, c'est plutôt l'absurdité de la société de surconsommation auquel on est confronté quand on revient. Et ce côté de s'éloigner de la Terre, je crois qu'il y avait Thomas Pesquet disait, le côté prendre du recul par rapport à quelque chose, nous fait vraiment compte de l'absurdité des comportements. Je me mets dedans, complètement dedans, mais... C'est pour ça, et on a besoin de faire cette pédagogie, de raconter en fait, cette fragilité de la Terre. Et de partager cette expérience que vous faites merveilleusement. Et avec les enfants, on se retrouve dans quelques minutes. Paul, c'est l'heure de la récré. On prend des petites récrés dans la quotidienne de School TV. Récré aquatique aujourd'hui, Amal. Oui, avec ce petit garçon de 4 ans qui pilote un engin dans le célèbre parc aquatique Legoland. Regardez. On se moque des enfants, c'est pas bien ça quand même, Amal. Bon, il faut qu'il passe son permis bateau, on a compris, il va devoir attendre un petit peu? Oui, un petit peu. En France, le permis plaisance, option côtière en mer, est obligatoire si vous souhaitez conduire un bateau de plaisance. Donc un bateau de plaisance est destiné uniquement aux loisirs ou au sport à moteur de plus de 4,5 kW, donc c'est environ 6 chevaux. Et pour passer ce permis, il faut avoir minimum 16 ans. Les épreuves pour ce permis se composent d'une formation théorique et aussi d'une formation pratique. Et la petite actu, c'est que c'est un permis qui est de plus en plus demandé. Oui, c'est ça. Depuis la crise sanitaire, le nombre d'inscrits pour passer son permis bateau a augmenté. C'est aussi le cas pour le permis voiture. En tout cas, les gens ont probablement envie d'évasion. Cet été, avec la crise sanitaire, les Français ont été nombreux à rester sur le territoire pour les vacances et ils ont été nombreux donc à vouloir passer leur permis bateau. En septembre, il y avait environ 5000 personnes qui attendaient de passer leur permis bateau dans le seul centre d'examen d'Île-de-France. On compte entre 90 et 100 000 permis bateau obtenus par an et il y a environ 1500 bateaux-écoles dans toute la France. Et à partir du 1er avril, c'est imminent, les modalités pour passer ce permis changent. Oui, c'est ça. Jusqu'ici, les candidats devaient prendre au minimum 5 heures de cours avant de passer l'examen théorique. Pour la pratique, c'était 3h30 avec au moins 2 heures à la barre. En tout cas, l'examen théorique était composé de 30 questions. Il passe à 40 questions. Et pour l'obtenir, c'est toujours 5 fautes maximum. Le prix monte un petit peu. Oui, il augmente un petit peu. Le droit de délivrance pour le timbre fiscal passera de 70 à 78 €. Et l'examen théorique se passera dans les mêmes centres agréés que les permis voiture. Merci, c'est le même bateau que vous? Alors pas tout à fait, mais j'ai passé ce permis aussi. Ouais. Puisque c'est pour pouvoir aller sur les voies navigables, des bateaux qui servent surtout à l'éducation des enfants. En fait, quand on apprend la voile aux petits enfants avec l'échappée bleue, il y a un moniteur agréé de la Fédération française de voile. Et souvent, c'est des petites embarcations comme ça qui permettent de faire la sécurité. De se familiariser pour... Ah oui, et non, de faire la sécurité pour si un enfant tombe à l'eau ou s'il y a un enfant qui va dans une berge pour pouvoir le sortir, etc. Vous les récupérez, c'est sympa quand même. C'est bien l'échappée bleue. Amal, merci beaucoup. Paul Meillat, dans quelques secondes, la suite du Grand Oral. Pau, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Arcachon, Marseille, Brest, Lorient, Paris, Le Havre. Voici quelques-unes des villes qui vont accueillir cette année des dizaines d'enfants pour les initier à la fois à la voile et à la nécessité de protéger la planète. C'est un projet de Surfrider Europe et de l'association L'Échappée Bleue, dont le skipper Paul Meillat, qui est notre invité, est aussi le parrain. Pour ce qui est de la sensibilisation à l'environnement, vous choisissez des thèmes. Vous ne faites pas tout, absolument tout. Quels sont ces thèmes? Comment vous les choisissez? Alors, principalement, c'est quand même la pollution plastique, parce que c'est la plus simple. On a des enfants qui ont 10 ans, je ne l'ai pas abordé, mais du coup, 10 ans, c'est le bon âge pour commencer à vraiment comprendre les choses, mais on ne peut pas aborder tous les sujets. Et surtout, on va en fait, s'intéresser aux spécificités locales du terrain. Puisque quand on va travailler, par exemple, sur la Seine ou sur, par exemple, le Rhône, on a fait une opération à Montélimar l'année dernière, on va récupérer énormément de plastique sur la Seine, peut-être beaucoup plus que sur un lac ou sur des choses comme ça. Donc on va vraiment s'appuyer sur ça. On va quand même travailler aussi sur l'aménagement du territoire. Par exemple, l'artificialisation des côtes. Quand c'est trop artificialisé, malheureusement,
tout ruisselle. Et donc, du coup, les déchets se retrouvent plus facilement. C'est des problématiques qu'on peut par exemple trouver à Marseille, ou quand il pleut, on a beaucoup de déchets qui se retrouvent dans la mer à la fin. Et en fait, pour faire le choix dans tous ces thèmes, on s'appuie sur les bénévoles de Surfrider qui ont des antennes locales et qui viennent en support sur les séances pour faire des ateliers avec les enfants. Au plan pédagogique, alors voilà, vous parlez d'ateliers, au plan pédagogique, il y a toujours cette idée de les engager, c'est de la science participative, des petites expériences. Ouais, il y en a une qui est très connue, c'est le protocole. C'est le ramassage des déchets se fait sous la forme d'une enquête policière. Donc en fait, ils vont ramasser des indices et on va essayer de comprendre ce que c'est et pourquoi c'est arrivé là. Voilà, et à la fin, on compte tout, puisque en fait, l'objectif de c'est ce qu'on appelle des initiatives Océane, des collectes, c'est un autre programme de Surfrider, c'est de pouvoir avoir des chiffres en fin d'année de combien on retrouve de verres en plastique, de sacs plastiques, de mégots partout en France. Et donc du coup, ça permet à la grande enquête. Justement aux deuxième étape qui est le législatif. Et c'est grâce à ça qu'on a pu interdire les couverts plastiques, les gobelets plastiques, les pailles, les cotons-tiges également. Donc voilà, c'est grâce au nombre de cotons-tiges ramassés qu'on a pu faire évoluer ces lois. Les évaluer pour pouvoir faire évoluer les lois. Paul Meillat, on apprend aussi sur soi et sur les autres, non, dans ce type de dispositif, parce que c'est un moment où ils font ensemble, les enfants. Ils ne sont pas en compète les uns contre les autres. Non, mais surtout, le bateau est un superbe outil, parce qu'en fait, on les met dans des conditions où ils ne sont pas très à l'aise, et ils ont besoin de coopérer. Parce que quand ils se retrouvent sur un bateau, on a besoin de travailler ensemble sur des bateaux, des fois collectifs. Donc, ils sont obligés de s'échanger la barre, faire confiance à l'autre quand ils sont plusieurs qui dirigent le bateau. Donc c'est au-delà de l'aspect pédagogique sur l'environnement, on travaille aussi bien sûr sur le savoir-vivre, le savoir-vivre ensemble. On est sur une chaîne éducative, vertu éducative. Amal Laoui parlait de Jules Verne tout à l'heure. Vous avez des lectures autour de la mer ou autour de la planète. Vous avez quelques livres de chevet ou à conseiller? Alors j'ai pas réfléchi comme ou ça. Des films, bien sûr, ça fait partie de mes lectures, mais ou des films qui vous auraient marqué Des lectures, beaucoup. Moi, j'aime bien toute la période de la piraterie. Donc, tout cet univers ou les corsaires, surtout du Guétouin. Et je trouve que c'est une époque pionnière où les gens traversaient l'Atlantique lentement, voyaient les îles qui se découvraient petit à petit. Donc, c'est vrai que ça a construit mon univers. Donc, je sais pas, pour en donner un, il y a l'amiral Gilles Bellecombe. Alors, ça, c'est une trilogie qui a... Alors, comment il s'appelle ? Il faudrait que je retrouve, vous pourrez peut-être le mettre sur le site. Mais on va le mettre sur le site. L'amiral Gilles Bellecombe. L'amiral Gilles Bellecombe, c'est une trilogie de romans. C'est un militaire français donc, qui se bat contre les Anglais, qui se bat contre les pirates. Ça reste un lieu de grande aventure quand même, la mer. C'est comme l'espace et la montagne. C'était beaucoup, ça le reste encore un petit peu. J'ose croire qu'il y a encore une part d'imaginaire. C'est cette part d'imaginaire, moi, que j'essaie de transmettre aux enfants, parce que aller voir plus loin que ce qu'il y a derrière l'horizon. Et c'est vrai que quand on arrive sur une plage, souvent, on le voit que sur une plage, ne pas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ça ce que fait la mer pour la première fois. C'est de permettre d'aller de l'autre côté. Je me rappelle une image d'un enfant à l'échappée bleue, il dit « Waouh, c'est loin ». Ouais, ça me rappelle la première scène de 1492 de Ridley Scott. Christophe Colomb est à côté de son fils et il dit qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon. Paul Meillat, invité du Grand Oral de la Quotidienne. On va retomber sur terre un tout petit peu brutalement là à la seconde puisque nous sommes jeudi, c'est l'heure du conseil de discipline. Conseil de discipline avec maître Valérie Piot et on parle de ce qui se passe quand on a été exclu définitivement. C'est l'horreur. Bonjour, comment contester la décision d'exclusion définitive de votre enfant? Votre enfant est passé en conseil de discipline, on vous a annoncé son exclusion. Vous allez avoir un recours, vous pouvez faire appel devant le rectorat. Vous avez un délai par contre qui est très court, ce délai est de 8 jours à compter de la lettre que vous allez recevoir du rectorat vous notifiant cette exclusion. Vous allez pouvoir faire appel donc dans ce délai de 8 jours en écrivant une lettre recommandée avec accusé de réception au rectorat. Dans cette lettre, pas de panique, vous n'êtes pas obligé d'expliquer tous vos arguments. Vous indiquez que vous faites appel en respectant ce délai et vous allez pouvoir, dans un deuxième temps, compléter votre argumentaire. Le rectorat va avoir un délai d'1 mois à partir de votre appel pour rendre une décision. Et c'est important de savoir que la décision d'exclusion définitive est exécutoire. Ça veut dire que votre enfant va être exclu de son établissement tant que le rectorat n'aura pas rendu sa décision en appel. Alors,
quels arguments présenter en défense lors de cet appel que vous allez faire. Donc déjà, la première question à vous poser, c'est de savoir si vous voulez être assisté ou pas. Moi, je vous le conseille puisque c'est un droit et ça vous permettra d'avoir un tiers qui va vous aider à présenter objectivement vos arguments. Donc vous pourrez vous faire assister par une personne de votre choix. Ça peut être quelqu'un de l'association des parents d'élèves, ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être un avocat, puisque un avocat peut être présent au conseil de discipline. Le premier réflexe à avoir, c'est très important, c'est d'aller voir les pièces du dossier disciplinaire au rectorat. Le rectorat va rendre sa décision d'appel en fonction des éléments de preuve contre votre enfant et donc évidemment il faut savoir ce qu'il y a dans le dossier. Après vous allez présenter comme argumentaire, le point important c'est de savoir est-ce que votre enfant a commis ou non déjà les faits qui lui sont reprochés. Si vous contestez les faits reprochés à votre enfant, à ce moment-là, vous allez rechercher des témoignages de gens, d'élèves de l'établissement scolaire. Par exemple, si on lui reproche une dégradation de matériel et qu'à ce moment-là, il n'était pas présent et qu'il n'y a que des témoignages indirects, vous allez produire des témoignages d'élèves indiquant qu'à ce moment-là, il n'était pas présent. Vous allez expliquer aussi les circonstances. Par exemple, si il est reproché une bagarre à votre enfant et vous allez expliquer qu'en réalité, votre enfant était victime de harcèlement scolaire et qu'il s'est défendu à l'encontre de l'élève qui s'était moqué de lui de façon répétée. Donc expliquer le contexte et surtout, une fois que la première question effectivement c'est est-ce que votre enfant a commis ou non les faits, les circonstances, mais même si votre enfant a commis les faits, en fait la sanction doit être proportionnelle par rapport à la faute commise. Et donc il va falloir expliquer devant la commission d'appel la personnalité de votre enfant, quel est le contexte, quelle est la situation familiale, est-ce que votre enfant a déjà ou non par le passé eu des sanctions disciplinaires. Donc toute cette situation personnelle par rapport à l'enfant est importante puisque la sanction va donc être proportionnelle. Par exemple, si votre enfant a été exclu définitivement, le rectorat peut soit annuler la sanction, soit prononcer une exclusion avec sursis, ce qui amènera votre enfant à être réintégré au sein de son établissement scolaire. Donc vous voyez, vous avez tout un panel d'arguments et vraiment aussi un conseil pratique. En fait, vous avez le droit de prendre la parole en dernier devant la commission d'appel. Donc je vous conseille que votre enfant prenne la parole en dernier pour pouvoir expliquer s'il a commis les faits, qu'il s'excuse et qu'il souhaite avoir une deuxième chance pour qu'on voit qu'il a compris la situation. Vous pourrez, après la décision qui sera rendue par le rectorat, si jamais l'exclusion définitive était maintenue, vous pourrez saisir le juge administratif. Vous aurez alors un délai de 2 mois pour le faire. Merci beaucoup Valérie Piot, avocate et experte en droit de l'éducation et notamment droit des élèves. On termine ce grand oral. Merci beaucoup Paul Meillat de nous avoir accompagnés. On donne les références parce qu'on ne les a pas bien données tout à l'heure. Des aventures de Gilles Belmont. C'est aux éditions Paulson, c'est de Fabien Clos. Je crois que c'est un ancien skipper lui-même, c'est ça? Il a fait la solitaire du Figaro une fois. Ouais. Voilà, et il a inventé ce personnage qui vogue sur les mers. Et c'est super parce que les scènes de bataille sont décrites par quelqu'un qui est expert en stratégie de course, donc du coup c'est assez génial. L'échappée bleue, c'est le nom de l'association dont vous êtes le parrain, qui s'occupe de former au nautisme et de sensibiliser à l'environnement les enfants. Pour que ça essaime, on a bien compris que vous essayez de former aussi les gens dans les centres sociaux et ailleurs. Mais si vous avez besoin de mécènes, c'est le moment de... Ah oui, parce qu'on a fait... On a fait 20 villes l'année dernière et 200 enfants. Cette année, on passe à 400. Et puis, on a envie de grandir de plus en plus. On peut arriver à 1000 et il va falloir qu'on trouve des mécènes pour nous accompagner. Alors, si vous avez envie de mécéner, si vous êtes convaincu à la fois par la cause et par la manière dont Paul Meillat et l'Échappée bleue s'en occupent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis vous, je crois que le prochain défi, c'est un nouveau Vendée Globe avec un nouveau bateau. Ouais, je travaille pour ça. Travailler pour ça. Merci beaucoup. La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Colline Hamel, Marine Plantet qui a préparé cette émission, assistée par Charles Fontaine. En régie, au son, Gauvin Bonizek, à la réalisation, Axel Paulou. Merci évidemment, cher Amal. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.